Je m'appelle Mathieu Dupuis, je suis professeur à la TELUC et ce premier forum va porter sur la financiarisation, gouvernance de l'entreprise et amélioration du travail. Quelles sont les stratégies des acteurs institutionnels, de la société civile et des syndicats? J'ai réuni un panel aujourd'hui composé d'acteurs de différentes provenances. Premier intervenant, Will Gagnon est directeur du MEDAC depuis 10 ans, qui est le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires qui avait été fondé par Yves Michaud, qui, comme le nom l'indique, œuvre sur deux fronts, la défense des petits actionnaires, même si ce n'est pas le terme qu'on utilise, mais des actionnaires minoritaires, et aussi l'éducation. Guillaume Benoît est conseiller en formation au Fonds de solidarité à la FTQ, de la FTQ plutôt, un diplômé de maîtrise en relations industrielles, donc un ancien crime-toi même, qui étudie en sociologie aussi. Oui. Daniel Simard est directeur de Bâtirante depuis sa création. Un peu. Depuis qu'il y a un directeur. Depuis qu'il y a un directeur. Bâtirante est un fonds de retraite accessible aux membres de la CSN. Des actifs de un peu moins de 700 millions. 700 millions de dollars. Et finalement, Jean-Pierre Proulx, qui est conseiller syndical au SCFP, qui a négocié dans les ports de Montréal, au Casino de Montréal aussi, et qui a organisé une campagne d'actionnaires, en fait, dans le cas de Glencore. Donc, l'idée était de réunir finalement différents acteurs qui, disons, essaient d'infléchir sur la gouvernance d'entreprise et le capital. Quelles sont les possibilités, les limites de ces stratégies-là dans une économie de plus en plus financiarisée? Donc, on va débuter tout de suite. J'ai 3 axes que je voulais explorer avec les praticiens. Environ peut-être 15 minutes par axe. La première, c'est les expérimentations et les pratiques en matière de financiarisation. C'est quoi les stratégies et les pratiques que vos organisations mobilisent? Quels sont les objectifs et est-ce qu'elles sont faites dans le cadre d'alliances avec d'autres acteurs? Je vais débuter avec Willy Gagnon, du MEDAC. Bonjour. Notre organisation est toute petite. On existe depuis une vingtaine d'années. On a un seul employé et quelques contractuels. L'essentiel de nos activités, Mathieu l'a dit, notre nom l'indique, le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Donc, on fait 2 choses. De la formation, de l'éducation, des cours qu'on donne aux gens ordinaires, le commun des mortels qui est intéressé par les questions d'investissement et d'épargne. Et puis, on a un volet défense qui a constitué l'essentiel de nos activités au départ de l'organisme, qu'on n'a jamais abandonné, qui est essentiellement axé autour d'une principale activité qui est les propositions d'actionnaires. Dans la loi canadienne sur les sociétés par action et maintenant la loi québécoise, il est possible de faire des propositions d'actionnaires qui engagent l'entreprise à tout un tas d'obligations. Et puis, on en fait depuis une vingtaine d'années. Dans le volet de défense des actionnaires et des épargnants, on a aussi des activités de lobby, c'est-à-dire qu'on milite auprès des responsables politiques pour changer les lois. Et puis, on fait aussi de la représentation dans le cadre des consultations de l'État quand, par exemple, l'État veut modifier certaines lois. Ça a d'ailleurs été le cas récemment avec le projet de loi C-29 au fédéral, le projet de loi 141 au provincial sur la restructuration du secteur financier. Donc, grosso modo, là, c'est les 3 activités de défense qu'on fait. Je ne sais pas si tu veux qu'on fasse les 3 sujets d'un coup ou on fait le tour. Oui. Les principaux objectifs de notre organisation, c'est essentiellement la défense des investisseurs essentiellement individuels ou à tout le moins des investisseurs qui n'ont pas le contrôle des sociétés dans lesquelles ils ont investi. On s'inscrit dans le cadre d'une notion qui se conçoit comme de la démocratie actionnariale, c'est-à-dire le droit qu'a un investisseur d'intervenir dans les affaires d'une société sans nécessairement en avoir le contrôle, c'est-à-dire tout ce ce qui permet son intervention, tout ce qui la garantit. Le cadre réglementaire qui lui permet, par exemple, d'intervenir lors des assemblées d'actionnaires, de poser des questions
D'avoir des rapports avec la direction de l'entreprise directement, parce qu'il nous arrive régulièrement de parler avec les sociétés en dehors du cadre des assemblées d'actionnaires. Et puis, de ça découle, en fait, notre idée au départ, c'est de défendre l'intérêt des actionnaires qui, selon nous, devrait s'articuler autour de la notion de rendement à très long terme. Parce que l'essentiel des gens qui investissent dans les grandes sociétés cotées en bourse, c'est généralement des gens qui sont minoritaires, qui n'en ont pas le contrôle, dont l'intérêt est celui de garantir sa retraite, par exemple. De manière très générale, c'est la très forte majorité des gens qui investissent en bourse. Donc, de cet intérêt-là découle tout un ensemble d'intérêts secondaires, notamment la prise en compte de l'intérêt des parties prenantes à l'entreprise. Les travailleurs de l'entreprise, les fournisseurs de l'entreprise, les collectivités dans lesquelles s'insèrent les activités de cette entreprise-là, et tout un ensemble d'intervenants qui ont à agir directement avec la société. Donc, les intérêts de toutes ces parties prenantes font partie de nos intérêts à nous parce qu'on juge que le rendement à long terme d'une société est garanti quand les intérêts de l'ensemble des parties prenantes est protégé. Et puis, troisièmement, est-ce que nos activités se font dans le cadre d'alliances? Évidemment, le MEDAC, qui est minuscule, qui ne possède pas de grande quantité de capital, exerce son droit de vote dans les assemblées d'actionnaires. Et puis, certains autres investisseurs qui, eux, détiennent beaucoup plus de capital, sont amenés à voter en faveur ou contre nos propositions d'actionnaires. On les connaît, ces grands investisseurs-là, ceux qui sont susceptibles de nous appuyer. On a des contacts avec eux, mais je dirais qu'essentiellement, on n'a pas de contact formel avec eux. Donc, on n'a pas de clients. Il n'y a pas de gens pour lesquels on fait des mandats. On est totalement indépendant. On fait des propositions d'actionnaires, mais on s'assure en même temps, est-ce qu'il y ait à quelque part des investisseurs institutionnels qui soient intéressés à ce qu'on fait? Puis on va aussi aller les rencontrer pour savoir s'ils vont nous appuyer ou pas. Mais on ne fait jamais de mandat pour eux, par exemple. Donc essentiellement, là, c'est ça le type d'activité qu'on mène. Guillaume? Oui. Alors, moi, je travaille pour le Fonds de solidarité. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Fonds de solidarité, ça a été créé en 1983 lors d'une crise économique. À l'époque, l'idée, c'était de favoriser la création d'emplois. En fait, aujourd'hui, le Fonds de solidarité s'articule principalement autour de 4 missions. Évidemment, oui, la création, la sauvegarde ou le maintien des emplois de qualité au Québec. La formation des travailleurs-travailleuses dans le domaine de l'économie, mais vous allez voir, pas juste, là, afin d'augmenter leur influence dans le développement économique du Québec. Évidemment, la sensibilisation à l'épargne retraite, puis aussi, évidemment, d'investir dans les entreprises et leur offrir des services dans le but de favoriser le développement de l'économie du Québec. Donc, quand on investit principalement au Québec. Par rapport à ça, c'est sûr que moi, la position que j'ai apportée par rapport à nos stratégies, par rapport à comment on voit notre travail, spécifiquement par rapport à ma position, mon organisation, c'est quand même une assez grosse organisation, puis il y a plusieurs initiatives qui sont prises à différents niveaux. Donc, je vais vraiment vous parler de ma perspective à moi, là, qui est celui qui travaille au centre de formation du Fonds de solidarité. Le centre de formation, avant, ça s'appelait la Fondation de la formation économique. C'est une fondation qui avait été créée justement pour s'assurer de faire vivre la mission de la formation à l'époque où le fonds était plus petit, sa survie était moins, je vous parle des années 80, là, où sa survie était moins assurée, disons. La fondation a arrêté d'exister, je pense, en juin 2016. Elle a été intégrée au Fonds de solidarité parce que maintenant, ils sont quand même assez solides pour pouvoir financer cette mission-là sans nécessairement passer par des cotisations d'employeurs. Donc, nous, ce qu'on fait au centre de formation, c'est que beaucoup du volet de la mission, justement, oui, de la formation des travailleurs-travailleuses dans les entreprises partenaires. Moi, je travaille principalement avec des PME. Je leur offre des services d'accompagnement qui visent le développement de l'entreprise, mais avec une stratégie et une philosophie qui est humaine. En ce sens qu'on va beaucoup travailler à dire, bien, si vous avez un projet de développement, nous, on peut vous accompagner, mais nos outils font qu'on est obligé de passer par les gens qui travaillent chez vous pour réfléchir à l'implantation de, par exemple, un changement que vous voulez mettre en place. Souvent, les plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement d'autres ressources, comme un service des ressources humaines, par exemple, ils vont trouver ça intéressant, puis même, ils vont trouver ça c'est très facilitant pour eux, parce que dans le fond, ils sont capables de créer un dialogue avec leurs travailleurs, ils sont capables de voir finalement différentes choses. Donc, bon, ça, c'est une chose qu'on peut offrir. Évidemment, en amont de nos investissements, on fait ce qu'on appelle on fait une espèce de revue là, de l'entreprise par des bilans sociaux. On vérifie toujours avant d'investir dans les entreprises
de l'acceptabilité sociale avec l'outil qu'on appelle les bilans sociaux. Ça, c'est d'autres collègues à moi qui font ça. Donc, souvent, on va partir de ça pour évaluer s'il y a des choses qu'on pourrait proposer à l'entreprise d'améliorer. On va évaluer des choses comme la communication, s'il y a des bonnes relations, s'il y a un syndicat, s'il n'y a pas de syndicat, est-ce que les employés sont heureux, des choses comme ça. On va évaluer différentes choses dans l'entreprise avant d'investir pour s'assurer que c'est une entreprise qui est acceptable. Mais dans le cas où il y aurait des choses à améliorer, nos collègues des agents de développement vont nous pister sur des accompagnements qu'on pourrait faire. Puis souvent, on va les proposer à l'entreprise qui, des fois, au départ, elle peut sembler un peu réfractaire, dire pourquoi quelqu'un viendrait m'aider à voir des choses. Mais des fois, quand ils ont de l'ouverture, ils voient qu'ils sont aussi gagnants que leurs employés à finalement participer à ce genre de stratégie-là, à voir qu'on est capable d'apporter des changements concrets, à petite échelle, mais qui peuvent faire une différence. Donc, je vous ai parlé de la mission rapidement, là, de manière transversale. Différentes actions qu'on fait. Évidemment, on investit dans les entreprises. On évalue là, par des bilans sociaux l'acceptabilité sociale des investissements, puis on peut leur offrir de l'accompagnement qui permet d'une certaine manière de proposer une philosophie différente de gestion à celle qu'on peut être habitué ailleurs dans le marché. Enfin, au niveau des alliances, je pense qu'il y a différents niveaux. C'est sûr qu'au niveau macro, le Fonds fait beaucoup d'alliances avec différentes organisations sur différents projets de manière ponctuelle, que ce soit avec la FTQ, qui est une entité distincte, il faut le répéter. Là, la FTQ, oui, il y a une partie sur notre conseil d'administration qui sont des représentants de la FTQ, mais la majorité, c'est des gens qui sont distincts, puis nos gestions sont faites de manière distincte aussi. Donc, sur certains projets, par contre, on va travailler conjointement avec la FTQ, notamment là, toute la réflexion qu'on a eue sur la transition juste. On a des idées de projets qu'on veut faire. C'est des choses qu'on fait conjointement dans des comités, dans des discussions qu'on a avec la FTQ, parce que c'est important pour nous d'être alignés par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qu'on va faire dans nos actions. Au point de vue plus micro, dans une entreprise, ou par exemple dans mon travail, si moi je travaille avec une entreprise syndiquée, puis je vois qu'il y a un enjeu, évidemment, on va collaborer avec le syndicat en place pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait qu'on va créer un dialogue avec nos différents syndicats locaux pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enjeu, est-ce qu'on peut travailler sur cet enjeu-là pour pouvoir le résoudre. On peut proposer des stratégies. Dans certains cas, ça fonctionne. Dans des cas, par exemple, où l'entreprise allait très, très mal financièrement, puis c'est des bons jobs, on a pu trouver peut-être des solutions en présentant des chiffres, en créant un climat de confiance, en étant des facilitateurs de l'information, finalement, dans un climat où les deux parties étaient très éloignées. Ça peut arriver dans certains cas aussi. Donc, on a différents leviers qu'on peut utiliser de manière ad hoc, en fonction des besoins, pour justement pouvoir transformer un peu la dynamique de travail ou les conditions de travail des gens dans les entreprises. Là, on pourra en parler peut-être plus longuement tantôt. Là. Donc, on va travailler de ces différentes manières-là, en créant des alliances évidemment naturelles avec la FTQ et ses affiliés, mais aussi avec différents organismes. Là, voilà. Merci Guillaume. Je vais passer la parole à Daniel. Merci. D'abord, je tiens à préciser que je suis aussi un diplômé de l'École de relations industrielles. Donc, ça me fait très plaisir d'être là. Merci d'ailleurs. Et donc, peut-être quelques mots sur notre organisation. D'abord, elle a été fondée en 1987 et avait pour mission d'offrir, à une époque où, on peut dire que c'est une époque où les régimes de retraite avaient du plomb dans l'aile en termes de réputation. Il y avait eu des scandales de désappropriation des fonds de retraite dans le cas de Singer ou Simmons, pour les personnes qui sont assez vieilles pour se souvenir de ces choses-là ou qui les ont apprises dans les livres. Et puis, donc, il y avait un problème d'accès au régime de retraite et la CSN a imaginé mettre sur pied ce qui était au départ un REER collectif et qui, avec les années, a grossi pour offrir une gamme de produits et d'instruments de placement. Donc, essentiellement, il faut le dire, c'est le système de retraite bâtirante, comme j'aime à l'appeler, est un système basé sur les cotisations. Donc, ce n'est pas un système à prestations définies, mais c'est un système à cotisations déterminées. On compte aujourd'hui, en plus des plus ou moins 700 millions de dollars d'actifs sous gestion, 21 000 participants qui sont soit actifs ou retraités d'environ un peu plus que 300 unités syndicales de base, là, des syndicats au sens de la CSN. Donc, on fait aussi beaucoup d'efforts pour, évidemment, les 300 syndicats qui participent dans cette fédération de régimes de retraite locaux négocient avec leur employeur des conventions collectives dans lesquelles ils prévoient des cotisations salariales et patronales qui sont dirigés vers nos instruments de capitalisation.
pour essayer de me rapprocher du sujet. Évidemment, par définition, on est un acteur de la financiarisation, donc comme organisation syndicale, inévitablement, on prend à bras-le-corps les enjeux que pose de conduire, de piloter, de diriger un système de retraite. On a une gouvernance qui est essentiellement syndicale ou externe, donc on a des administrateurs indépendants et des administrateurs syndicaux qui sont essentiellement des représentants des organisations syndicales qui participent à la CSN ou des unités de base qui ont choisi d'être avec notre système de retraite, qui délèguent des représentants. Et des professionnels externes qui ont des spécialités qui sont pertinentes, là, soit en placement ou en gouvernance ou d'autres, et ça peut tourner avec le temps. Donc, on n'est pas de gestion paritaire, on est complètement autonome dans le pilotage de notre initiative. Et c'était, je dirais, une caractéristique importante de ce qu'on a mis sur pied, parce qu'en réalité, on a souvent reproché au régime à cotisation définie de faire supporter entièrement le risque aux salariés de temps, le risque d'argent. Et évidemment, bien, on a pris ça au bon, puis on a dit c'est très bien, c'est les salariés, les travailleurs qui prennent le risque dans un régime comme ça, on va s'en occuper nous-mêmes. Fondamentalement, c'est une des idées à l'origine de cette initiative-là. Pour peut-être aller, puis on aura peut-être l'occasion de revenir sur d'autres dimensions de ce qu'on fait, mais c'est certain qu'on a cherché dès le départ, je cherche les tracteurs là, de notre action pour ce qui est du thème de notre atelier. C'est certain qu'on a cherché, au fond, fondamentalement, à réconcilier ou concilier les intérêts du travail et les intérêts de l'épargne de nos membres, en fait. On essaie de considérer nos membres dans une approche holistique en tant que travailleurs. Je vous donne souvent des exemples. Et on a donc adopté des politiques d'investissement responsable il y a plus qu'une dizaine d'années maintenant. Et on a été très engagés depuis que ce mouvement-là a pris beaucoup d'élan avec le lancement des PRI. On s'est beaucoup engagé dans l'animation, la dynamique de marché que ça implique. Et on a fortement travaillé pour propager les idées qui sont véhiculées par ces 6 principes-là, autour notamment d'agir comme des bons fiduciaires, comme des bons détenteurs du capital, en ayant à l'esprit les intérêts communs, les intérêts globaux de la société. C'est la grande ambition, au fond, qui sous-tend notre action en cette matière-là. Alors, pour un peu faire l'instantané de où est-ce qu'on est aujourd'hui là-dedans, après une douzaine d'années de pratiques d'investissement responsable, bien, d'abord, on a, puis je me concentre juste sur les sujets qui tournent autour de ça, mais on a aujourd'hui, on aura d'ici la fin du mois de novembre environ 12% de nos actifs qui seront en impact. Ça veut dire, c'est des capitaux qu'on alloue à des solutions, soit les obligations vertes, soit les actions dans des sociétés qui sont prometteuses du point de vue de la transition énergétique, par exemple, ou d'autres questions semblables. Ça, c'est vraiment de l'investissement qui cherche un résultat positif en termes de prendre en compte les grands enjeux de la société. Puis en même temps, évidemment, on considère qu'il y a des opportunités financières pour satisfaire les besoins de rendement, parce que il faut toujours, on parle beaucoup de financiarisation comme c'est une réalité extérieure à nous, mais on est dans un monde capitaliste, qu'on le veuille ou non, puis les travailleurs capitalisent les retraites, quel que soit le modèle de régime, et puis ça part à la recherche de tout ce qui est possible de trouver pour investir, pour faire fructifier cet argent-là, puis rencontrer les hypothèses, les attentes, soit les hypothèses de rendement des actuaires, ou celles que les membres, compte tenu de leur aversion ou de leur disposition au risque, sont prêts à prendre là, à long terme. Fait que donc, une douzaine de pourcents de nos actifs vont être en impact à partir des réallocations qu'on s'apprête à faire. On a 26% de nos actifs qui ne sont pas superposés ici, là, donc ils s'additionnent, qui font l'objet des portefeuilles d'actions diversifiés dans plusieurs marchés, surtout nord-américains où ces pratiques-là ont lieu, qui font de l'engagement actionnarial. Donc, ou à travers des grilles d'analyse qu'on a développées avec les années, au fond, sur des thématiques qu'on dit ESG, pour résumer là, environnement, social et gouvernance d'entreprise. On a ça, puis il y a une couple d'années, on a fait un essaimage de nos activités internes qu'on a fait pendant nos 10 premières années d'engagement.
on a essaimé ça dans une société qu'on a fondée avec les communautés religieuses avec lesquelles on partageait ces pratiques-là, puis ça s'appelle EQUO. Donc, on a une équipe professionnelle qui vise, au fond, à maîtriser l'art de faire un engagement actionnarial. Puis pour nous autres, à Basse-Ronde, c'est naturel d'aller à la rencontre des entreprises. Vous le savez comme moi, ceux qui ont l'expérience du mouvement syndical, on ne fuit pas les entreprises qui ont des problèmes. On est plutôt à la recherche de ces entreprises-là pour les... Ça fait partie de notre ADN, dirait-on. Fait que on pratique ça à assez grande échelle. On le fait avec les... avant de donner des exemples, je vais vous donner l'autre dimension. L'autre dimension, c'est on essaie de faire l'éducation de nos gestionnaires de portefeuille, de les amener à s'intégrer à ce mouvement-là pour qu'eux fassent ce qu'on appelle la dimension intégration. Donc, à partir des données qui sont publiées, de leurs propres analyses, qu'ils puissent par eux-mêmes analyser les sociétés non seulement dans l'axe financier avec les ratios, les analyses de modèles d'affaires et tout, mais aussi en prenant en considération les enjeux ESG, l'information qui est disponible et que leur modèle de construction de portefeuille prenne en compte ces réalités-là. Donc, on travaille un peu à 3 étages. Et je reviens pour donner des exemples de notre pratique et de ce que l'on peut faire pour, au fond, avoir de l'impact sur le monde du travail, parce que c'est une des dimensions de ta question. On va peut-être garder sur le deuxième axe. Si tu veux. Oui, ça ne te dérange pas. Donc, Jean-Pierre. Oui. Bonjour tout le monde. En 10 minutes, je vais essayer de vous expliquer ce qu'un conseiller syndical fait sur un panel de financiarisation. Le mouvement syndical et les entreprises a changé et va changer dans le cours du futur parce que maintenant, les entreprises avec qui les syndicats ont à négocier ou à dealer, ce sont de plus en plus de grosses multinationales. Grosses multinationales qui possèdent des entreprises dans plusieurs pays et ainsi de suite. Donc, les genres de lutte syndicale qui se faisaient il y a de ça de nombreuses années, je prends l'exemple que je vous expliquais un petit peu cet après-midi, je disais, quand on avait une boulangerie et qu'on avait une négociation à faire, on faisait des menaces d'aller en grève parce qu'on disait à l'employeur que si on allait en grève, on faisait perdre des revenus à l'entreprise, puis l'entreprise, c'était strictement ces revenus-là qu'ils ont. Maintenant, la même boulangerie auquel je fais la grève, ça ne change absolument rien parce que la boulangerie, maintenant, appartient à une multinationale qui en a 100 000 à travers le monde. Donc, même s'ils perdent des revenus dans cette boulangerie-là, les revenus ne sont pas touchés du tout à l'entreprise. Donc, j'ai vécu ça cette année avec une compagnie qui s'appelle Viterra, qui est au port de Montréal. Viterra appartient à Glencore. Glencore, c'est une compagnie multinationale. Sont partout dans le monde, au-dessus de 200 entreprises, un chiffre d'affaires de 135 milliards, un profit net l'an dernier de 37 milliards. Moi, je représente des employés qui travaillent au port de Montréal, qui génèrent des revenus chez Viterra d'environ 8 millions par année. Donc, 8 millions sur 135 milliards, c'est pas immense. Donc, c'est sûr qu'une grève en disant on va vous priver de revenus ou vous priver la compagnie Glencore de 8 millions. Glencore, c'est pas vraiment ce qui leur fait peur et ainsi de suite. Donc, à partir de maintenant, les syndicats qui vont faire face à de certaines grosses entreprises multinationales comme ça, on va devoir aller attaquer plutôt le cours de l'action à la bourse ou aller rencontrer les actionnaires. Donc, c'est plus les revenus de l'entreprise qu'on essaie d'aller chercher maintenant, c'est plutôt le cours de l'action. Ce qu'on a fait avec Viterra, on a passé des résolutions auprès du SCFP et auprès de la FTQ pour mandater les gestionnaires de portefeuille des régimes de retraite des employés syndiqués. Vous savez que les employés syndiqués qui ont des prestations déterminées ont souvent des gros régimes de retraite et ainsi de suite. Et on a passé des résolutions pour que ces gens-là demandent à le gestionnaire de portefeuille et les compagnies fiduciaires de dire, s'il n'y a pas de règlement dans le dossier de Viterra ou si le dossier de Viterra perdure, on va demander de liquider toutes les actions de Glencore et essayer de monter cette résolution-là au CTC, au Conseil du travail canadien. Et nous, on a rencontré les actionnaires. On est allé à l'Assemblée des actionnaires à Zurich de la compagnie Glencore pour rencontrer les actionnaires. Et ceux qui se présentent à ces assemblées-là, normalement, c'est ceux qui ont le plus d'argent investi en bourse. Donc, eux, c'est pas vraiment que Viterra perde 8 millions qui leur stresse un peu ou qui leur fait peur.
c'est de voir l'action descendre. Si j'en ai des millions d'actions et que l'action descend de 25 cents ou 50 cents, ça va faire mal à mon portefeuille. Donc, c'est ces personnes-là qu'on tente maintenant d'approcher et de rencontrer et de dire que les actions syndicales maintenant, et surtout qu'on ne marche plus par papier, qu'on marche maintenant par les médias sociaux, que les campagnes sur les médias sociaux pourraient être faites à sensibiliser les actionnaires à dire l'action, il pourrait y avoir une certaine baisse ou un certain soubresaut dans les actions parce que les syndicats veulent faire bouger l'action. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé les résolutions et on a acheté pendant 2 semaines des pages complètes dans le Financial Post, le Globe and Mail et les journaux pour annoncer à tous les actionnaires, ceux qui jouent à la bourse, que les syndicats commenceraient à liquider les actions de Glencore. Donc, quelqu'un qui est un petit joueur de la bourse, la première chose qu'il va dire tout de suite, il va appeler son agent de bourse, il va dire « Est-ce que j'ai des actions de Glencore? Vends-moi ça tout de suite parce que le monde il parle que ça, ils veulent les vendre pour faire baisser l'action. » Ce qu'il a fait, en bout de ligne, c'est sûr que l'action n'a pas passé de 74 $ à 2 $ dans la même semaine, mais juste le fait que ça se parle et le fait que dans les médias sociaux, on peut en discuter, 2 semaines et 3 semaines après, on a finalement eu un règlement chez Viterra qui perdurait depuis 8 mois. Donc, on a fait une attaque qui a duré 2 mois. C'est sûr que c'est juste un début, mais je pense que plus les compagnies vont être multinationales maintenant, plus ça va s'aligner sur ce sens-là, parce que moins en moins, selon mon opinion, moins en moins on va avoir de grève, plus en plus on va avoir de lockout. Parce que le moyen de la grève, c'était de priver l'entreprise de revenus. Maintenant, priver une entreprise de revenus multinationale, c'est très difficile. Donc, les employeurs vont avoir plus recours au lockout à dire « moi, je vais te faire perdre des revenus si tu n'acceptes pas mes conditions ». Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un début, mais je pense que dans le futur, on va devoir faire plus de campagnes de cette façon-là. C'est sûr que ça va prendre plus... on doit se mettre au diapason et la préparer d'avance. Quand on arrive à une négociation puis qu'il y a une grève qui est déclenchée ou un lockout qui est déclenché, les syndicats sont habitués depuis les 30 dernières années de se revirer sur un 30 sous puis de se préparer puis de faire face à la situation. C'est sûr que s'il y a une campagne à sensibiliser les actionnaires ou si une campagne est faite pour jouer avec le cours de l'action de l'entreprise multinationale, ça va prendre une préparation beaucoup plus préparée longtemps d'avance pour dire que s'il arrive un lockout ou s'il arrive un conflit de travail, voici, les résolutions sont passées aux syndicats un peu partout et les grosses centrales syndicales vont pouvoir mettre les actions à profit qui, à partir de là, maintenant, les multinationales vont les écouter un peu plus parce que là, c'est plus comme à Viterra, c'est plus le 8 millions sur le 135 milliards qu'on attaque, mais plutôt l'action de Glencore. Et l'action de Glencore, juste un petit bout. Les gens qui sont plus en finance, juste une action qui commence à descendre un petit peu pendant une semaine, qui a beaucoup de transactions qui est à la vente, je pense que ça peut faire bouger les choses. C'est un peu ça qu'un conseiller syndical fait ici aujourd'hui, parler de finances. Je ne vous parlerai pas de syndicalisation, mais je vous parle de finances en ce sens. Très intéressant. On va passer au deuxième axe sur l'efficacité de ces stratégies. Oui, il y a une littérature assez abondante sur l'utilisation du capital des travailleurs ou le capital institutionnel. Est-ce que finalement ces stratégies-là sont efficaces sur l'amélioration du travail, mais aussi l'impact sur la gouvernance d'entreprise? Ou c'est plutôt une lubie ou une illusion? Un peu provocateur comme affirmation, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vais recommencer le tour par Willy. Dans le même ordre? Oui, dans le même ordre, oui. Je vais concentrer mes commentaires sur 2 activités qu'on mène, c'est-à-dire les propositions d'actionnaires, puis subsidiairement le lobby. Il y a 3 ou 4 manières d'évaluer l'efficacité qu'on a avec ces techniques-là. Vous savez que les entreprises auxquelles on envoie des propositions d'actionnaires sont non seulement obligées d'y répondre, mais elles doivent le faire par écrit dans la circulaire de procuration de la société. Elles doivent nous accorder du temps de parole au moment de l'assemblée des actionnaires, et puis elles doivent tenir un vote sur la proposition qui est faite. Donc, on vient à bout de savoir, au bout du compte, au moment de l'assemblée, si les actionnaires appuient la proposition qu'on a faite à l'entreprise ou s'ils la rejettent. On est capable de savoir à ce moment-là quelle est la valeur ou le tyran qu'on a
parmi les actionnaires, de manière très, très générale, on se fait totalement écraser sur les grands enjeux de gouvernance, mais ce n'est pas toutes les propositions qui ont exactement le même niveau de vote. On a des propositions en bas de 1 % d'appui, mais il y en a d'autres qui montent jusqu'à 17, 18, 20 % d'appui. Il y a même une proposition chez Couche-Tard cette année par un autre militant actionnarial qui a obtenu tout près de 30 % d'appui. On est capable, quand on analyse les choses, de consulter, par exemple, pour l'ensemble des grands investisseurs institutionnels qu'on connaît, la Caisse de dépôt, le Fonds d'investissement des Jardins, Teachers, les grands fonds de travailleurs, puis aussi les grands investisseurs américains comme CalPERS. Dans leur site Internet, ces grands investisseurs-là révèlent au public dans quel sens ils ont voté pour les propositions d'actionnaires des sociétés dont ils détiennent des titres. Donc, on est capable de savoir à chaque année, par exemple, si la Caisse de dépôt nous a appuyé, si Teachers nous a appuyé, si CalPERS a appuyé une proposition qu'on a faite. Et puis, c'est une bonne mesure de vers quoi on s'en va. C'est une bonne mesure du succès qu'on est potentiellement capable d'obtenir. Puis, on découvre des choses, par exemple, parce que vous savez que tous ces grands fonds institutionnels-là ont des documents qui décrivent les lignes directrices de l'exercice du droit de vote qu'ils détiennent. Non seulement ça, mais aux États-Unis, ces grands fonds-là sont obligés d'exercer leur droit de vote. Ils ne peuvent pas le laisser aller. Ils doivent s'y consacrer. Ces grandes lignes-là sont essentiellement les mêmes d'une institution à l'autre. C'est sûr qu'il y a certaines différences dépendamment de la nature du fonds, mais elles partagent pour la plupart des sujets à peu près les mêmes orientations. Puis on est capable de voir que dans l'exercice concret du droit de vote, c'est pas toujours la même chose. Il y a des choses assez détaillées, comme par exemple sur l'implantation de la pratique du vote consultatif, qui est maintenant une chose assez courante dans les sociétés cotées en bourse au Canada. Il y a quelques entreprises qui ne veulent pas le faire. Et puis la position de la Caisse de dépôt, de manière générale, c'est d'appuyer les initiatives qui vont dans ce sens-là. On constate en regardant les annonces de la Caisse de dépôt que, par exemple, elle a appuyé notre proposition sur l'implantation du vote consultatif dans un paquet d'entreprises, sauf par exemple, chez CGI. Puis on constate aussi, par ailleurs, que la Caisse de dépôt a à peu près 14 ou 15 % d'intérêt dans CGI. Donc, on se demande comment elle peut appuyer une même proposition qui est présentée à quelque part, mais la refuser ailleurs. Il y a d'autres manières de mesurer notre efficacité en mesurant les changements corporatifs qui ont été, le changement de comportement d'une entreprise qui a été amené à la suite d'un vote où, sur une proposition, les actionnaires l'ont appuyé à 10 ou 15 ou 20 %. Il y a même le cas de la CIBC qui a vu, lors d'un vote consultatif, par exemple, sa politique de rémunération rejetée par l'ensemble des employés. Mais l'année d'après, on a été capable de prendre la mesure dans les documents officiels, le rapport annuel puis la circulaire de procuration, que la CIBC avait apporté tout un paquet de modifications à sa politique de rémunération. Et puis, l'année suivante, le vote sur sa politique de rémunération a été gagné haut la main. Donc, il y a tout un tas d'instruments qui permettent de vérifier ça. On peut, évidemment, il faut s'y connaître un peu, mais il faut consulter les documents puis aller chercher les questions qui ont été soulevées l'année précédente. Il y a une chose aussi qui nous permet de mesurer l'efficacité qu'on a, parce qu'un de nos mandats, c'est de favoriser la démocratie actionnariale. On est absolument microscopique, on est un tout petit organisme, mais on veut faire en sorte que la démocratie s'exerce mieux dans les assemblées d'actionnaires. Puis on constate, ça fait 20 ans qu'on va dans toutes les assemblées d'actionnaires des entreprises qui figurent à notre portefeuille. Puis au départ, on est à peu près les seuls à aller au micro. Aujourd'hui, je connais une dizaine de personnes qui viennent à toutes les assemblées où on va puis qui vont au micro à chaque fois. Ça a beaucoup changé. Avant, les actionnaires se mêlaient pas trop d'aller parler au micro des assemblées. Maintenant, il y a tout un tas de questions qui sont soulevées lors non seulement de la période des questions, mais des fois, un actionnaire se lève debout puis sur un point à l'ordre du jour va aller soulever les questions, alors que c'est pas du tout la période des questions. Il y a même des assemblées comme celle de BCE, par exemple, où la période de questions dure plus longtemps que l'assemblée. Il y a une file d'attente pour aller poser des questions parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux qui sont soulevés dans une compagnie qui, par ailleurs, est énorme. Puis, dernièrement,
sur le flanc du lobby, il y a certaines questions qu'on a amenées depuis des années sur le plancher des assemblées d'actionnaires qui ne marchent pas. Comme par exemple, quand on demande aux banques de sortir des paradis fiscaux, ou quand on demande aux banques de divulguer l'information que la loi exige pas d'elles qu'elles divulguent, elles nous font de manière systématique ou à peu près systématique toujours la même réponse. Si vous voulez qu'on fasse ça, il faudrait que tout le monde le fasse. Et puis, il faudrait que ça soit obligatoire. Donc, la loi l'exige. Donc, adressez-vous au gouvernement, adressez-vous à l'État pour que les choses changent. Jusqu'à maintenant, on a mené certaines activités de lobby. Là où on a eu le plus de succès, c'est à bloquer des projets de loi qui faisaient reculer les droits des actionnaires, non seulement les droits des actionnaires, mais les droits des citoyens en général. Je donnerai pour ça seulement 2 exemples. J'en ai déjà parlé, c'est-à-dire le projet de loi C-29, c'était un projet de loi du fédéral qui visait l'implantation des mesures subséquentes à l'adoption du budget. Un projet de loi mammouth dans lequel il y avait des dispositions qui faisaient en sorte de permettre aux banques de se soustraire à l'application de la loi sur la protection du consommateur au Québec. Eh bien, toute la section de ce projet de loi-là, à force de lobby, on n'était évidemment pas les seuls là, à faire du lobby, mais on a beaucoup milité pour bloquer ça. Finalement, la section qui était là-dessus a été totalement abandonnée. Donc, on est capable de mesurer l'efficacité de ce qu'on fait. Quand on a des résultats comme ceux-là, c'est comme, je le répète, là, on n'est pas les seuls à avoir exigé ça, mais il y a tout un travail de fond pour essayer de mobiliser des gens à aller dans le même sens. Au bout du compte, sur cette question-là particulière, même le premier ministre du Québec a fait des sorties. Mais au départ, il n'y a personne qui se mêlait du dossier. Donc, on a un rôle un peu d'allumeur, de mèche. Oui. Ensuite, le feu pogne. Mais on n'est pas nécessairement le feu, mais on est là avec nos roches pour faire des flamèches. Donc, grosso modo, c'est ça. Guillaume? Bon, à prime abord, la question de l'efficacité, je me disais, quand je lisais le document de préparation, je suis comme, bon, l'efficacité pour d'améliorer les conditions du travail ou la gouvernance des entreprises, je me disais, bon, c'est-tu la mission du Fonds de solidarité, travailler à faire ça? Historiquement, on s'est toujours dit, on a des syndicats affiliés qui sont, eux, leur rôle, c'est de s'occuper d'améliorer les conditions de travail, négocier des conventions collectives, etc., etc. Là, je me suis dit, bon, mais est-ce qu'on fait d'autres choses? Moi, je regarde mon travail, puis je réfléchis à comment on le fait, puis je me dis, quand on fait des interventions en entreprise, on veut améliorer certains éléments des conditions de travail des gens, qui ne sont pas nécessairement les éléments là, qu'on va retrouver classiquement dans une convention collective. Puis là, je faisais un peu, dans ma tête, je réfléchissais, dans certains cas, surtout au niveau micro, moi, bon, je compare avec mes confrères ici, ils sont plus dans de la grosse entreprise ou dans des gros investissements. Moi, je travaille avec des PME. Fait que là, l'enjeu d'amélioration de conditions avec une PME, souvent pas syndiquée au Québec, est différent. On s'entend, hein? Le levier ne sera pas le même non plus. Dans ce contexte-là, moi, je travaille avec une entreprise, on va souvent, le genre d'impact qu'on peut aller chercher, par exemple, mais on peut améliorer les pratiques de communication entre les gens qui travaillent et la direction d'entreprise sur différents aspects. Souvent, ils sont gérés de manière assez familiale ou de manière un peu, je dirais, traditionnelle. Donc, paternaliste. Ouais, on pourrait dire ça dans certains cas, effectivement. Ou même, des fois, c'est des relèves d'entreprise où c'est les enfants qui reprennent la business. Puis là, ils veulent faire différemment. Puis c'est une opportunité pour nous de dire, vous pouvez faire différemment. Vous pouvez travailler différemment avec vos gens. Puis c'est des choses qu'on peut faire. Par exemple, quand je parle de pratiques de communication, je suis passé une entreprise où l'entrepreneur veut partager aucune information, que ce soit financière sur ses clients ou peu importe de productivité avec ses employés. On fait avec les agents de développement chez nous qui font les bilans d'acceptabilité sociale, on fait un petit sondage pour évaluer c'est quoi le pouls dans l'entreprise, comment ça va. Puis là, ce qu'on remarque avec ce sondage-là, on remarque que les gens, ça va bien, ils sont contents de leurs conditions, il y a effectivement des bonnes conditions de travail pour le secteur, mais ils aimeraient ça comme pouvoir prendre de meilleures décisions au quotidien. On se demande qu'est-ce que vous voulez dire par là, prendre de meilleures décisions, mais on fait quelque chose, puis on n'est pas capable de savoir pourquoi on le fait parce qu'on n'a pas accès à l'information. On parle avec l'entreprise, puis là, on travaille avec eux sur un projet de créer un tableau de bord, si on veut, pour leur donner cette information-là. Puis comment qu'on va créer le tableau de bord? On va partir des gens qui travaillent en leur posant la question, c'est quoi l'information que vous avez besoin pour faire votre travail? Donc, c'est une petite entreprise, une centaine d'employés, mais il y avait un besoin d'information, puis avec une intervention simple qui partait des gens, puis avec un besoin de l'entreprise aussi, qui est de mieux comprendre qu'il y a un bien-être, ces gens-là vont probablement sortir de là avec des meilleures conditions de travail, ou du moins irritants. C'est sûr que l'impact qu'on a, l'efficacité par rapport à cette intervention-là est là. Mais est-ce que l'efficacité qu'on a par rapport, d'un point de vue macroscopique, est-ce qu'on peut se dire, on fait ça dans toutes les entreprises qu'on a au fond? On a, je pense, 3000 quelques entreprises, on a une équipe de 6 personnes.
pouvez vous imaginer que faire un travail comme ça, ça serait impossible d'avoir un impact global d'un coup comme ça. Mais cela dit, quand on le fait, il y a un espace pour le faire. Puis moi, je pense, puis on le voit, puis sur d'autres types de projets, l'entreprise veut faire un changement, elle a son idée en tête, puis elle dit, bien, pouvez-vous nous aider à faire quelque chose? Ouais, mais avant, on va aller voir c'est quoi le pouls de vos gens? Qu'est-ce que vos gens ont à dire par rapport à ça? Puis ce qu'on est capable de faire là-dedans, c'est de donner finalement la perspective des travailleurs-travailleuses. La remettre sur le plancher, puis dire, on n'avait pas vu ça comme ça. Puis souvent, les gens, les directions d'entreprise, au-delà de la vision un peu là, méchant capital, là, puis bon, tout ça, mais ils sont très ouverts à ça, c'est juste qu'ils n'ont pas les outils souvent, je parle dans les PME, pour aller chercher cette information-là ou en faire du sens. Puis nous, un peu comme l'idée de catalyseur, là, on ne met pas le feu, au contraire, on va prévenir le feu avant qu'il arrive des fois dans des situations qui n'avaient pas nécessairement besoin de l'avoir, parce que la communication, on dit souvent dans un couple, des fois, on est deux, puis on a de la difficulté à communiquer dans une entreprise avec plein de trucs qui fonctionnent, même pour une petite entreprise, ça peut causer différentes problématiques. Donc, par rapport à ce genre d'intervention-là, je pourrais vous donner plein d'exemples, on a une certaine efficacité. Moi, je pense que souvent, quand on parle à des travailleurs-travailleuses qui sont comme « Hey, c'est le fun que vous soyez venus », on a enfin pu pouvoir communiquer. Puis là, quand c'est drôle, quand c'est vous qui le vulgarisez, bien, notre direction, elle écoute. Parce qu'on est capable peut-être de passer d'un monde, d'une espèce d'une façon de voir le monde, la traduire pour l'autre façon de voir le monde, puis créer ce lien-là entre ces deux réalités-là. Au niveau des gouvernances, maintenant, c'est sûr que c'est pas vraiment notre rôle. C'est sûr que quand on investit en actionnariat dans nos entreprises partenaires, on demande la création d'une place sur le CA. Si on n'a pas de CA, on demande la création d'un CA, puis s'il y en a un, on demande d'avoir une place pour pouvoir justement avoir notre mot à dire. Est-ce que cette place-là permet de transformer l'entreprise? Ça va dépendre de laquelle. Encore une fois, bon, j'écoutais mes confrères, plus l'entreprise est grosse, moins notre place est importante. Bon, après ça, l'impact va peut-être être moins facile à cibler. Et voilà. Donc, moi, je pense que, par rapport à ma pratique, je pense que dans certaines entreprises, quand ton action est claire, puis que ton rôle est déterminé, je pense qu'on peut avoir une certaine efficacité. De là à dire qu'on transforme avec notre action le marché du travail et la manière dont les entreprises fonctionnent avec leurs employés, je remettrai une bémol là-dessus. Mais je pense qu'on est capable d'avoir un impact juste en intervenant de manière très ponctuelle là, dans chacune de nos entreprises. Voilà. Daniel? Donc, je reprends le fil et moi, je suis absolument convaincu qu'on peut avoir un impact. Ça, c'est une certitude. Il faut bien travailler, cependant, puis on peut se casser les dents. Ça arrive aussi. Je vais vous donner des exemples de ce qu'on a fait dans l'histoire. D'abord, on intervient, là, on a appelé ça lobby. Moi, j'appelle ça les approches descendantes. Donc, on essaie de partir du sommet pour essayer de changer les règles du jeu. Et toujours dans l'esprit, là, sur les questions relatives au travail, parmi les choses qu'on a faites qui ont, j'estime, importantes, dans la suite de la crise financière de 2008, il y a eu la loi Dodd-Frank aux États-Unis. La loi Dodd-Frank avait des dispositions qui prévoyaient que les entreprises allaient devoir publier des ratios des multiples des salaires payés à leur haute direction par rapport aux salaires payés dans l'entreprise. C'était la SEC qui avait la discrétion d'établir les règles du jeu, à savoir comment on allait compter ça. Et on a fait campagne parce qu'on est très réseauté dans le monde syndical. Les exemples que Jean-Pierre a donnés, c'est des exemples qu'on vit depuis bien des années. Là, on a un réseau international qui s'appelle le Committee on Workers' Capital. Et puis, on supporte des actions fréquemment de cette nature-là. Alors, on était réseauté avec les représentants, par exemple, dans ce cas-ci, de l'AFL-CIO, qui faisaient campagne aux États-Unis pour que la SEC publie des règles qui étaient très, inspirantes et révélatrices de la vérité des choses. Nous, on a mobilisé à l'extérieur des États-Unis des investisseurs dans les réseaux d'investissement responsables pour signer des lettres à la SEC pour demander que les formules prennent en compte pas seulement les salaires payés sur le territoire américain, mais les salaires payés par la société à l'échelle globale. Donc, mettons, un Honeywell peut avoir des employés en Chine ou ailleurs en Asie, et les salaires doivent être pris en compte là, dans la chaîne de valeur de cette société-là. Et ça a été un effort qui était important. Évidemment, et je veux juste faire une remarque en même temps par rapport à ce que Jean-Pierre disait, les directions d'entreprise, puis je commence à avoir un peu d'expérience là-dedans, souvent, ils regardent, eux, c'est l'acheteur marginal, en fait. Ça prend un nouvel acheteur pour faire monter le prix de l'action.
Puis si toi, tu fais disparaître l'acheteur marginal parce qu'il y a il y a des commentaires négatifs qui sont faits sur la rue par rapport à telle ou telle société, il y a des articles dans les journaux, il y a même la réputation de la société. Les sociétés n'aiment pas bien ça, être associées à des choses qui ne sont pas sympathiques. Tu sais, de réprimer des travailleurs, les garder en lock-out 8 mois, ça ne fait pas très sympathique. Il y a une communauté de l'investissement responsable de plus en plus importante. Là, les PRI sont rendus à 2100 institutions signataires avec, on a dit les chiffres cette semaine, à un moment donné, on perd les zéros, là, mais c'était rendu à 180 000 milliards d'actifs sous gestion. Là, on dépasse presque les 50% des encours qui sont dans la sphère de l'investissement institutionnel. C'est certain que ces phénomènes-là changent le marché. Et de plus en plus, je pense que les stratégies conduites avec une certaine subtilité vont probablement effectivement avoir des résultats intéressants parce que les sociétés n'aiment pas qu'on attire l'attention sur elles, puis on pourrait en donner beaucoup d'exemples. Ça, c'était donc ma façon d'atterrir sur les cas concrets. Nous, on a des engagements avec des sociétés québécoises depuis bien des années ou canadiennes parce que la territorialité est importante pour maîtriser les coûts là-dedans. Fait que Métro, par exemple, c'est une société avec le détaillant alimentaire. C'est une société dont on est actionnaire depuis longtemps, puis avec laquelle on a fait beaucoup de chemin depuis les convaincre de faire le commerce des produits équitables parce que leur concurrent est en train de les devancer et faire le commerce des produits de la mer qui sont durables. Et la compagnie a fait des pas d'année en année jusqu'à publier un rapport de développement durable récemment. Rapport de développement durable, ça c'est un outil pour essayer de libérer l'information en fait, notamment par rapport aux enjeux sociaux dans une société donnée. Et nous, on s'est coltaillé pas mal d'années avec une société qui est bien connue ici, qui s'appelle Alimentation Couche-Tard, qui est peut-être une salle qui est commanditée par eux, même dans l'école. C'est une société avec laquelle on a littéralement boxé, là, puis Willy la connaît. On était ensemble cette année à proposer des résolutions là-bas. On a eu du succès. La compagnie, finalement, n'a jamais dit dans la circulaire qu'elle appuyait la proposition qu'on lui faisait. C'était pas la première fois qu'on lui en faisait, de présenter un rapport de développement durable. Ça, c'est un modèle de rapport qui obéit à un certain nombre de critères maintenant, avec des organismes internationaux qui font une certaine régulation de ça. Et on s'attend dans un rapport de développement durable que la dimension humaine, les salariés, les relations professionnelles, c'est des éléments qui vont être traités. Donc, c'est le vecteur qu'on utilise pour essayer de décoincer ces sociétés-là. Cette année, on le fait en partenariat avec le grand fonds de pension néerlandais qui s'appelle PGGM. Donc, c'est le fonds de pension des employés de la santé aux Pays-Bas. C'est une affaire comme 160 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc, c'est une grosse pointure. C'est un géant dans l'investissement institutionnel. Nous, on est les Lilliputiens dans cet univers-là, mais on était en partenariat avec eux pour faire cette proposition d'actionnaire-là qui a recueilli... je pense 85% de la capitalisation libre de la compagnie, parce que c'est une compagnie avec des actions multivotantes où les dirigeants contrôlent essentiellement les droits de vote. Là, tu ne peux pas faire une révolution au conseil d'administration dans cette société-là, en tout cas pas pour l'instant. Fait que, on a fait beaucoup de travaux aussi avec une société locale qui s'appelle Dollarama, sur laquelle on a travaillé par rapport à sa chaîne d'approvisionnement. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux sur leur code de conduite, les moyens de contrôle qu'ils implantent dans leur chaîne d'approvisionnement pour contrôler un code de conduite qu'ils ont amélioré suite à nos représentations. Ça vous donne quand même une idée. Là, c'est des choses qu'on a fait sur plusieurs années. Pour nous, la résolution d'actionnaires, c'est un moyen ultime parce qu'on croit beaucoup à la force du dialogue. On a eu plusieurs exemples où on était arrivé à un moment où il y avait des forces à l'intérieur des sociétés qui essayaient de faire avancer les questions de développement durable, un vice-président, une directrice. Et puis nous, on débarque avec nos représentations sur les enjeux, par exemple, on va dire environnementaux dans un cas donné, puis les champions à l'interne se servent de notre présence, en réalité, pour faire monter dans l'agenda de la discussion à l'interne, la direction, les questions, par exemple, avec Rona, qui est une compagnie qui n'existe plus maintenant, malheureusement, mais elle avait bâti un capital social important sur les questions d'approvisionnement durable et de commerce de produits
qui avait une valeur ajoutée du point de vue environnemental. Et évidemment, elle a été vendue, mais c'est parce qu'on est arrivé avec cette discussion-là que les champions à l'interne qui essayaient de faire avancer les questions de développement durable dans la commercialisation et l'approvisionnement de la compagnie, ça leur a servi à faire avancer ces questions-là. Donc, dialogue, outils à la limite, quand, comme avec une alimentation couche-tard, les discussions cessent d'avancer, on a la résolution d'actionnaire, puis là, on va chercher l'effet de levier que tu décrivais tantôt par rapport à Glencore. C'est quand on amène la chose sur la place publique parce que les gens sont trop récalcitrants qu'on provoque des flamèches puis qu'on encourage les allumeurs, les réverbères. Les bidons d'essence. C'est ça. C'est que, pas en dire encore, là, mais... Jean-Pierre. Moi, c'est un petit peu pour enchaîner ce que vous avez dit. Je pense que du côté syndical, comme j'ai dit tantôt, c'est de plus en plus les compagnies deviennent de grosses compagnies. Donc, on va devoir changer notre approche un peu la façon de pouvoir faire des menaces à l'employeur, mais de pouvoir faire nos guerres syndicaux vis-à-vis des grosses entreprises comme ça. Et tous les centrales syndicales dans un avenir rapproché vont devoir, dans le congrès et ainsi de suite, prendre des alignements pour que, oui, effectivement, ce qu'on a fait avec Viterra, nous, c'était une des premières, parce que c'était la première fois pour nous, SFP, qu'on attaquait de cette façon-là. Pour que ça soit efficace, il faut que ça soit beaucoup mieux planifié, il faut que ce soit organisé, qu'on puisse se tourner vite sur un 30 sous. Et en parlant déjà, juste regarder si on peut avoir des résolutions parmi les grosses centrales syndicales, que ceux qui siègent sur les régimes de retraite, d'avoir dans leur politique de financement des façons responsables de dire, ben écoute, s'il y a des entreprises qui sont soit en lockout ou en grève, que les actions, on doit s'en départir ou ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a des gens ici en avant qui font partie, que ce soit de la CSN ou de la FTQ de Fonds Solidarité. Je pense que ces gens-là vont devoir s'asseoir avec les syndicats puis voir comment est-ce qu'on peut faire tourner un lockout, que ça ne prenne pas 2-3 ans, parce que c'est pas, comme je dis, nous, Glencore, c'était pas dans 3 ans qu'on voulait sensibiliser les gens, c'était dans l'immédiat. Donc, il va falloir qu'on fasse une chaîne, que ce soit tous les syndicats ensemble, qu'on ait toutes des résolutions, on est tous, normalement, on siège tous sur les comités des jeunes de retraite, puis en ce moment, ça va nous prendre des résolutions pour, dans le financement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de dire quand on tourne le switch on, en bon français que je dis, c'est là qu'on attaque l'action de la compagnie, que tous les syndicats aient une façon facile de pouvoir divulguer l'information aux gestionnaires, à ceux qui font les financements et ainsi de suite, de dire, bon, ben parfait, Glencore. Et je rajoute à ça, tous ceux qui sont dans nos centrales syndicales affectés aux communications par Twitter et Facebook et ainsi de suite, pour que le message soit passé partout, parce que les actionnaires de Glencore ne sont pas québécois, ne sont pas juste canadiens, ils sont partout dans le monde. Et en ce moment, ce n'est pas avec des journaux locaux qu'on peut sensibiliser ces gens-là, c'est par les médias sociaux. Et c'est par des grosses campagnes de médias sociaux que ça va devoir passer. Donc, ça va prendre des gens qui sont bons dans ce domaine-là. Donc, ça va prendre une concertation. C'est peut-être pas, comme je vous dis, c'est peut-être pas demain, mais moi, je pense que plus ça va aller, plus les batailles syndicales ne sont pas faites avec la population directe et l'entreprise directe, mais ça va être fait avec les actionnaires et le cours de l'action de chaque entreprise. Je vois le temps qui file et je veux avoir une période de questions aussi. Isabelle va commenter rapidement les interventions. Alors, je vais être plus sévère sur le dernier axe. Disons 2-3 minutes chaque intervention sur limites et perspectives, stratégie, pratique. C'est-à-dire, c'est quoi les limites? Puis est-ce qu'on peut passer à des nouveaux modèles? Disons, il y a des chercheurs ou une chercheuse au crime qui a imaginé une démocratie actionnariale à l'intérieur de l'entreprise plus rigide, où il y aurait une chambre des apporteurs en capital et des apporteurs de travail, qui est Isabelle Ferreira. Est-ce qu'on pourrait penser aussi que c'est par la politique que ça passe, ces changements-là? Donc, j'aimerais ça vous entendre 2-3 minutes sur, par rapport à vos organisations, quelles limites et les perspectives, peut-être dans vos rêves les plus fous. J'en ai déjà parlé. L'essentiel de nos activités, c'est les propositions d'actionnaires. Contrairement aux grands fonds qui détiennent du capital, nous, ce n'est pas un dernier recours, les propositions d'actionnaires, c'est plutôt ce qui nous permet d'ouvrir la porte, puis ensuite
d'être capable de discuter avec les entreprises. On ne discute pas d'abord, on leur envoie une proposition d'actionnaire en premier lieu. La limite de cette approche-là, c'est que pour avoir du poids dans le cadre de nos discussions, il faut nécessairement faire la démonstration de ce qu'on est appuyé par du capital ailleurs, qui n'est pas le nôtre, qu'on ne contrôle pas. Il y a une autre limite qui est inhérente au régime dans lequel on est. Les modifications aux lois au Canada s'inscrivent dans une culture du consensus. On arrive de manière très générale à changer les lois quand tout le monde a déjà adopté la pratique. C'est par exemple le cas avec le vote consultatif, c'est à peu près tout le monde qui le fait aujourd'hui. Il n'y a pas encore de loi là-dessus, alors que dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est un vote obligatoire, et non seulement obligatoire, mais dans certains États, le résultat est contraignant. C'est-à-dire que si une entreprise perd le vote sur la politique de rémunération de l'entreprise, elle va être obligée de faire quelque chose, comme par exemple en France. Ce n'est pas du tout le cas ici. Les lois sont changées après que les entreprises aient changé leurs pratiques, ce qui nous force, quand ça ne marche plus sur le plancher des assemblées, quand on se fait dire si vous voulez que les choses changent, adressez-vous aux législateurs, ce qui nous force à faire du lobby. C'est très contraignant, c'est beaucoup plus long. Ça ne nous attire pas nous, on a besoin de membres, on n'a pas besoin de capital. Ça ne nous attire pas des membres de s'en aller dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il n'y a personne qui nous voit faire ça. Et puis, c'est très difficile d'aller chercher là du soutien. Des fois, ça marche, mais pas toujours. Il y a des initiatives par des organisations semblables aux nôtres qui ont marché, comme par exemple le développement de la loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif. C'est une loi qui fait en sorte que les sociétés minières sont obligées de divulguer l'information relative à leurs activités à l'étranger. Et puis, le développement de cette loi-là a été fait de concert avec le législateur, les entreprises d'extraction minière, mais aussi les groupes de militants environnementaux, les groupes de lobby, les groupes d'organismes qui s'intéressent à ces entreprises-là. Il y en a d'autres initiatives comme celle-là. Le Canada est signataire d'un accord à l'OCDE puis au G20 qui fait en sorte que maintenant, il est obligatoire pour les sociétés qui font plus que 750 millions de dollars de revenus par année de divulguer leurs intérêts dans les pays dans lesquels ils ont des activités au fisc. Ce qui fait que cette information-là peut circuler à travers les pays membres de l'OCDE, ce qui permet de débusquer des fraudes dans des paradis fiscaux. Ces choses-là sont publiques en Europe pour les grandes banques canadiennes, les grandes banques, mais pas ici. Donc, vous comprenez encore une fois qu'on est victime de la culture du consensus dans le régime canadien, le régime financier canadien. Bref, c'est les limites à notre activité, à nos activités là, les plus grosses que je vois à vue de nez. Guillaume? Oui. Évidemment, là, au Fonds de solidarité, on est un fonds d'investissement. On fait du capital de développement socio-économique, si on veut. J'aurais pu parler de toute la dynamique interne aussi. Hein. On a 100 de nos... Je suis sur mon exécutif syndical, j'ai 100 de nos membres, mais 100 de mes collègues. C'est des conseillers à l'investissement, des directeurs de portefeuille, formés, développés dans des écoles de gestion. Donc, pour eux, puis moi, on a tout un autre pan de l'organisation, c'est des gens qui proviennent du milieu syndical. On est, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes, des postes réservés à des gens qui ont eu un parcours syndical. On est une organisation qui est toujours dans cette espèce de tension-là, entre les valeurs humaines, si on veut, puis une perspective plutôt managériale de la vie en société. Ce dialogue-là est à la fois une limite, mais une des grandes forces, je pense, de mon organisation, dans la mesure où, disons, là, je vous donne un exemple concret, je travaille avec une collègue, directrice de portefeuille, elle a son client, elle compétitionne avec qui? Bon, elle va compétitionner avec Desjardins, la Banque nationale, avec BDC, très agressif avec les PME, avec toutes les autres, finalement, investisseurs institutionnels qui veulent développer maintenant, parce qu'ils ont vu que c'est intéressant de travailler avec les petits joueurs, les petites PME, puis qui veulent investir dans ces entreprises-là. Si on n'arrive pas avec une offre de services supplémentaires qui peut être gagnant pour l'entreprise, ben les gens vont souvent, puis nos taux d'intérêt sont généralement plus élevés. Hein. Au final, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle regarde? Ben, si tu as un 18% ou 17%, ça va me coûter combien à la fin de l'année? Puis c'est comme ça qu'ils choisissent souvent, finalement, leur partenaire d'affaires.
si on n'arrive pas à leur offrir d'autres choses qui permettent leur développement d'entreprise ou qui les accompagnent dans différents défis qu'ils ont, on perd un avantage comparatif. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est toujours dans cette dynamique-là, puis ça, c'est une des limites, je pense, c'est que nos interventions doivent toujours s'inscrire dans cette logique-là, de dire qu'il faut qu'on trouve une espèce de terrain d'entente gagnant, 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 que j'appelle dans le sens gagnant, moi, pour mes collègues à l'investissement, gagnant pour l'entreprise, puis gagnant pour les gens qui travaillent dans l'entreprise. Si on n'est pas capable de trouver ce gagnant, 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 mais moi, généralement, je vais dire, je ne peux pas intervenir là, ou des choses comme ça. Mais ce que ça fait, c'est pas toutes les entreprises qui sont intéressées par des interventions avec une philosophie axée sur les gens qui travaillent. C'est pas tous les directeurs de portefeuille qui sont intéressés par une philosophie comme celle-là, puis, mais qui seraient intéressés qu'on fasse des services qui créent finalement la richesse qu'on pourrait créer avec ce genre d'intervention-là. Donc, on est toujours dans cette espèce de tension-là, qui est quand même constructive parfois, je vous dis, parce que ça nous force à l'innovation souvent, ça nous force à ce dialogue-là, ça nous force à réfléchir différemment nos actions. Mon confrère ici a parlé d'ADN, puis c'est ça qu'on dit souvent, nous, les gens qui proviennent du monde syndical à l'intérieur du Fonds de solidarité, on dit on est un peu l'ADN de la FTQ ici. T'sais. Puis on a toute une gang, là, je suis un petit peu plus jeune que mes collègues ici, là, mais on a toute une gang de plus jeunes qui arrivent puis qui ont le goût d'avoir des idées innovantes pour faire renaître un peu cet ADN-là. Puis je pense que ça, c'est dans les perspectives, c'en est une. On arrive puis on dit, il y a plein de chantiers là, qui sont visualisés. On parlait de la transition juste. J'étais à la conférence ce matin avec plein d'enjeux par rapport aux nouvelles technologies. La FTQ est vraiment branchée là-dessus en ce moment. Puis, on a une nouvelle vice-présidente, première vice-présidente à l'investissement qui trouve ça super important de considérer ça dans le projet de société que propose le Fonds de solidarité, de dire, ça va nous prendre une transition juste. Il faut qu'on soit un acteur de cette transition-là. Puis, elle regarde les services qui existent au fond, que ce soit ceux qui font les bilans sociaux, puis que nous qui font la formation, l'accompagnement, puis elle nous dit, qu'est-ce que vous pouvez nous offrir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour favoriser cette transition-là. Puis, on a un espace, puis on a du financement pour réfléchir puis tester des affaires. Donc, dans cette perspective-là, je pense qu'on peut contribuer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, malgré toutes les tensions, qui, à mon sens, sont positives et négatives pour les raisons que j'ai expliquées, mais qui vont nous permettre justement de trouver des manières alternatives, puis peut-être différentes encore de faire les choses, juste par le seul fait qu'on ne fait pas juste exister en parallèle de l'organisation. On existe parce que l'organisation veut qu'on existe, puis elle nous donne les moyens de le faire, puis elle nous donne les moyens d'être le Fonds de solidarité par différents moyens. Voilà. Daniel? OK. Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles pour faire s'épanouir beaucoup ces pratiques-là. Un de ceux que je considère important, c'est dans le système de retraite, ici au Québec, c'est l'atomisation des régimes de retraite. On est trop éparpillés, il y a beaucoup de petits régimes. Puis ça, c'est un des tracteurs pour moi, c'est qu'on réussit avec Bâtissante à fédérer les petits régimes, donc on regroupe nos capitaux. Puis on réussit à être plus efficace pour avoir de l'impact, comme chacun notre tour, on a pu le décrire, mais aussi à faire le meilleur job pour livrer des prestations de retraite qui sont de mieux en mieux, on réduit les frais, on accroît les compétences des équipes, on réussit à faire tout mieux. L'autre élément, c'est la question de la formation des administrateurs. On a beaucoup de petits régimes, je pense qu'il faut essayer de consolider. Puis aussi, on a un gros déficit peut-être que c'est attribuable à la taille, mais on a un gros déficit de formation dans les administrateurs de caisse de retraite. Alors, si vous avez à apprendre à la fois la finance, mais aussi la finance responsable, d'une manière comme on devrait pouvoir la maîtriser au niveau d'un conseil d'administration comme ceux de fonds de pension, il y a beaucoup d'efforts à mettre là-dedans. Les organisations syndicales sont forcément à la fois intéressées, pour les raisons que Jean-Pierre a bien expliquées, mais aussi ont une responsabilité s'ils veulent que ces réussites-là puissent advenir avec le temps. L'autre élément, c'est que je voudrais faire ressortir, puis il y en a certainement d'autres encore, mais c'est une limite que moi je vois, c'est qu'il y a un risque, et je pense qu'il faut que ce que l'on peut faire d'engagement pour le compte des régimes de retraite, l'organisation syndicale ou les organisations syndicales ne le fassent pas en instrumentalisant l'instrument pension. Parce que je pense que ça va trop rapidement péricliter. On va se faire encadrer comme les Américains le sont avec les lois sur les régimes de retraite. On n'est pas trop contraint ici. Fait que je crois qu'il faut agir très prudemment dans la façon dont on va exploiter ce filon-là.
il ne faut pas oublier que quand on est à la tête d'une caisse de retraite, notre mission, c'est pas de défendre les intérêts du syndicat ou d'un groupe de travailleurs à une place ou à une autre. Quand on est à la tête du régime de retraite, c'est de faire réussir le projet sur lequel on nous a mandatés. Et c'est pas pour tirer ou avoir l'air rabat-joie que je dis ça, mais le défi, à ce moment-là, ça réside dans la capacité de démontrer qu'une entreprise qui a des bonnes pratiques socialement, sociétales, qui a des bonnes relations professionnelles avec ses représentants, avec les représentants de sa force de travail organisée, bien que ça se fasse de façon constructive et harmonieuse autant que possible, en évitant les conflits. Il ne faut jamais oublier que dans les économies développées, dans la plupart des cas, on a des instruments pour représenter les intérêts des travailleurs. Puis ça, c'est les syndicats. Donc, ce n'est pas à la caisse de retraite de faire la job du syndicat, puis ce n'est pas au syndicat de faire la job de la caisse de retraite. Mais il y a de l'interpénétration là-dedans, sur des administrateurs bien formés. Il faut trouver le filon rhétorique pour arriver à concilier les deux. Et je pense que dans la plupart des dimensions du travail, parce que souvent, dans le monde de l'investissement responsable, c'est souvent avec la dimension S qu'on a le plus de difficultés, puis peut-être aussi que les uns et les autres vont dire qu'il se fait le moins de choses, mais il s'en fait beaucoup. Et les filons rhétoriques pour supporter la thèse d'investissement avec la thèse sociale ou organisationnelle qu'il y a dans une organisation donnée, ça peut très bien se jouer et on peut très bien faire du millage avec ça pour croire et faire valoir à la direction des sociétés que leur société, et nous comme actionnaires, on va être récompensés si les relations professionnelles sont de bonne qualité par rapport à non, mais ça passe par le respect de l'organisation syndicale. Puis c'est pour ça que dans nos politiques d'investissement responsable, les conventions internationales du travail sont parmi les socles fondamentaux. Quand on parle des questions sociales, c'est le renvoi qu'on fait aux valeurs universelles qui ont été consacrées par ces conventions-là. Donc, il y a des instruments qui existent, il faut savoir s'en servir pour rester à l'intérieur d'un corridor, je le reconnais, qui est relativement étroit, quand on fait à la fois la finance et les intérêts sociaux ou environnementaux ou d'autres. Il faut faire attention pour ne pas mettre le pas à côté, à mon avis, sinon on va perdre la faculté même d'en faire. Rapidement. Oui, ça va être très bref, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je disais tantôt, les centrales syndicales vont devoir faire du brainstorming pour trouver des façons rapides et efficaces pour aider les compagnies comme Viterra. Il y en a plusieurs, des multinationales et ainsi de suite, pour que je pense que dans le futur, ce n'est plus le consommateur qu'il va falloir cibler pour nous aider à régler un conflit avec un employeur qui fait affaire dans le commerce du détail, un exemple, mais plutôt viser l'actionnaire. Je pense que si un exemple, je ne sais pas moi, si une chaîne Canadian Tire tomberait en grève demain matin, c'est plus le consommateur qu'il faut viser à dire achetez plus chez nous. Il va falloir, moi je pense, viser les actionnaires de ceux qui ont des actions chez Canadian Tire. Est-ce que c'est avec la vente ou l'achat d'actions ou est-ce que c'est juste par des recommandations? Il va falloir qu'on fasse du brainstorm parce que je pense que plus ça va aller, plus il y a de multinationales maintenant qui vont arriver avec des conflits avec les travailleurs et ça va être la seule et unique façon. Je pense que ça va nous prendre du brainstorming pour trouver des façons de pouvoir cibler maintenant les actionnaires et non pas plus les consommateurs de ces produits-là. Merci. Isabelle, je crois qu'il faut que tu aies un micro, par contre, pour la traduction. Ah, OK. Merci pour le micro. Oui. Hein? Ah, c'est là. Ben, merci à chacun de vous. C'était vraiment très, très intéressant là, de vous entendre, très complémentaire aussi. Puis, merci Mathieu là, pour cette belle brochette d'invités. Je veux dire brièvement, parce que je voudrais au moins qu'il reste 1 minute pour les gens. Ce que je vois comme juriste, moins qu'1 minute. Ce que je vois comme juriste, d'abord, c'est que je remarque que chacun a quand même parlé des différents outils là, de régulation, pas nécessairement des lois. Vous avez parlé des PRI, des principes responsables d'investissement.
des bilans sociaux aussi, des lignes directrices qui existent au sein là, des fonds de pension sur comment ils vont voter. Alors, ça, on voit qu'il y a un paysage normatif qui s'est densifié là, à travers les codes de conduite. C'est différentes choses qui se sont mises en place, qui n'existent pas à cause de la loi, mais qui ont aidé là, qui aident votre action. Puis même, Daniel a souligné là, comment les conventions internationales du travail qui sont ramassées finalement dans la déclaration de 1998 de l'OIT peuvent aider là, à fournir un langage commun. Puis dans l'affaire de Couche-Tard, c'est ça qu'on a vu à un moment donné. Là, il y avait la proposition, respecter les principes fondamentaux du droit du travail. Puis là, quand on est rendu à une compagnie québécoise, on lui dire, écoutez, il y a juste 4 droits fondamentaux qu'il faut que vous respectiez puis vous les violez. C'est un peu une bonne façon de faire honte à quelqu'un. Donc, utiliser le shaming. Cependant, la juriste en droit des sociétés vous dirait, il n'y a pas juste ça qui existe comme loi. Si c'était juste ça, le paysage normatif, c'est comme bravo, on est arrivé. Mais il y a, je dirais, 3 limites, puisqu'il fallait quand même parler un peu des limites. Premièrement, les limites liées à l'information. Quand on parle de bilans sociaux, je viens de faire une étude sur les compagnies minières dont on parlait tantôt, le secteur extractif. Dans les bilans sociaux, il y a seulement 24% des morts qui sont rapportés. Alors, c'est couvert systématiquement. Et donc, sans information, on peut avoir des bilans sociaux qui ont l'air resplendissants. Et d'ailleurs, plus l'entreprise est grosse, plus le bilan social va contenir moins d'informations. Parce que, je veux dire, c'est 1 page, 2 pages, on passe à travers dessus. Donc, on peut avoir une entreprise minière où il y a comme plein de choses qui se passent, mais à travers le bilan social, on ne voit rien. Puis ça a été documenté là, par une entreprise qui suit, un ONG qui suit le secteur extractif de très près. Deuxième limite par rapport aux instruments, c'est que les lignes directrices dont on a parlé par rapport aux investisseurs, puis là, ici, je veux dire, on a juste des gentils. Puis c'est bien parce qu'on peut se parler puis de façon civilisée. Je veux dire, vous êtes tous du bon monde. Là. Je veux dire, je vous donnerais mon fonds de pension sans aucun... Moi, je pourrais pas le gérer. Bon, OK, c'est beau. Alors, moi, je vous le donnerai pas. Mais il n'y a pas juste vous dans le secteur. Puis dans le secteur des gestions de procuration de vote, qui est devenu quelque chose d'assez immense, un des plus grands joueurs, c'est, il y en a 2, là, mais je veux dire, c'est 2 Américains, le ISS, là, qui possède 61% des votes par procuration, là, qui gère 61% des listes de procuration au Canada. Eux, dans ces lignes directrices, ils disent, on va juste voter pour les enjeux sociaux ou environnementaux, en autant que ça accroisse la valeur de l'action. Alors, ça contracte déjà un discours vers un accroissement de la valeur de l'action. Puis le problème, c'est qu'en matière de travail, puis Daniel l'a souligné bien, en matière d'environnement, c'est un peu plus facile, surtout quand les catastrophes frappent, les gens se disent comme « Ah oui, c'est vrai, c'est pas bon, le carbone ». Mais en matière sociale, en matière de travail, c'est plus difficile à chiffrer, à quantifier c'est quoi l'impact. Puis deuxièmement, la vieille marxiste que je suis veut dire il y a quand même une contradiction entre le travail et le capital. Alors, des fois, ce qui est bon pour le travail, augmenter le salaire, va être mauvais pour le capital. Baisser le cours de l'action si Walmart annonce qu'ils vont payer 15 $ de l'heure leurs employés. Donc, cette contradiction-là, elle existe quand même. Puis Daniel a vraiment bien décrit, là, en toute honnêteté, le corridor dans lequel il ne peut pas aller trop largement. Puis, on n'oubliera pas qu'il n'y a aucune imputabilité juridique qui existe pour une entreprise ici qui serait responsable de ce qui se passe à l'étranger par ses filiales. Je veux dire, c'est à peu près impossible de la poursuivre. Puis, on a devant les tribunaux canadiens une cause où c'est des histoires de travail forcé, donc d'esclavage en Érythrée par une compagnie canadienne. Mais c'est
très difficile d'obtenir l'imputabilité. Alors, peut-être qu'il y a un renforcement des lois à travers la gouvernance et à travers ça qui serait souhaitable nécessairement. Mais là, deuxième danger, la concurrence des juridictions. Si le Canada décide, et c'est peut-être pas un hasard, si le Canada n'est pas aussi sérieux que les États-Unis l'ont été avec Dodd-Frank, il y a un désir d'attirer les entreprises. Lorsque la loi sur les sociétés par action du Québec a été mise en place, la ministre de l'époque, Mme Jérôme Forgette, elle avait dit « J'aimerais mieux qu'on se distance de... » elle ne l'a pas dit dans ces mots-là, mais c'était à peu près ça. C'était il faut conserver le pouvoir attractif de la loi sur les sociétés par action du Québec qui gère juste finalement qui vient s'inscrire au Québec de la part des sociétés québécoises. Mais en tout cas, au cas où tout d'un coup on se découvre un pouvoir attractif, et on a resserré des gains que des décisions de la Cour suprême auraient permis d'avoir dans les décisions Peoples. Puis, alors, dernier point, souligné que vous l'avez dit, la nécessité d'avoir des coalitions, d'aller penser large, d'aller à l'extérieur du réseau. Puis là-dessus, on voit premièrement l'importance du principe de la liberté d'association. Vous pouvez faire des coalitions avec des syndicats. Les syndicats ont des régimes de pension. Il y a un syndicat au Québec. On a un taux de syndicalisation le plus élevé en Amérique du Nord. Il ne faudrait pas penser que c'est juste comme donné comme ça d'avoir un syndicat. Donc, les coalitions avec des acteurs sociaux, c'est une grande importance. Puis je vois avec bonheur, parce que d'autres études ont été réalisées sur quelle est l'implication des syndicats lorsqu'ils siègent, ou des fonds de pension créés par les syndicats, lorsqu'ils siègent sur des conseils d'administration ou lorsqu'ils ont des actions à voter. Et une étude aux États-Unis a remarqué que les régimes de pension des syndicats vont généralement s'aligner avec la gestion pour montrer qu'ils sont sérieux. C'est seulement lorsqu'il va y avoir des enjeux qui touchent des travailleurs de leur syndicat qui vont agir. Un autre syndicat, c'est moins grave. Mais je veux dire, je suis ravie, là, je veux dire, vous m'avez démontré le contraire, mais c'est des dangers, donc mais voilà, c'est tout. On a 2 minutes pour des questions. Oh, je suis désolée. C'est pas grave. Ça me prend un micro. Juste un micro ici, je pense qu'il se déplace un peu plus facilement. Thank you very much. Two maybe very quick questions. One, I'm curious, is it working? About infrastructure. So what are your relationships with investment in infrastructure, and particularly around the privatization of public sector services and infrastructures? And lots of pension plans are in a tricky situation in that, in terms of pension plans investing in privatized services or private infrastructure all around the world, and many of the workers of those pension plans are public sector workers. And then I'm just curious, and maybe it's a specific question for you, Daniel, in terms of, I think you said 12% of the investment is in these sort of impact funds or these more socially responsible investments. And I'm just curious if that's correct, and if I'm wrong, don't worry about it, whether the 12% is limited by, why only 12? Is it because you can't find more, or is there some other limiting factor to the ability of a fund to invest in more socially responsible places? On va prendre 5 minutes sur la pause. Oui. Il a juste à lever le micro. Bonjour, merci. Je vais poser la question en anglais parce que ça sera plus facile pour moi. Mais le micro, ça n'a pas grand-chose. Non, c'est pour la traduction. Parce que je comprends pas. La question, so my question is, at what point do you think we will face a regulation backlash around the issue of unfair labor practices on the part of the labor movement to try and influence shareholder value through wide-scale liquidation of holdings? At what point will the employer lobby influence regulation to expand this definition of unfair labor practice in the context of a labor dispute?
at what point will the capital markets fall under labor regulation, or is that a risk, do you think? Je n'ai pas bien compris les questions, moi. Je peux le dire en français. Au point de vue des... Entendre, c'est pas comprendre. Au point de vue des pratiques déloyales, les actions ce que M. Proulx a décrivé, dont il a parlé, des actions prises pour vendre les actions de Glencore, dans ce cas-là, à quel point est-ce que les régimes de loi, les régulations vont peut-être changer pour définir ce type d'action comme une pratique déloyale au cours d'un conflit en milieu du travail? Ben, moi, si je comprends un petit peu la question, c'est dire, est-ce que le gouvernement pourrait s'ingérer sur une action syndicale du fait qu'on attaque l'action de Glencore? Moi, j'ai dit au début, je l'ai dit, j'étais un conseiller syndical. Les gens, peut-être, dans le domaine financier, qui pourraient répondre. Et je pense que ça fait partie un peu du brainstorming. Je pense que les centrales syndicales doivent regarder pour savoir, justement, juridiquement, vous parlez justement de savoir est-ce que une pratique déloyale. On parlait aussi par rapport au régime de retraite. Le but du régime de retraite, ce n'est pas de faire de son régime un arme syndicale, c'est de plutôt gérer l'argent des travailleurs. Un peu tout ça ensemble, je pense qu'il y a une façon de regarder, à dire maintenant, comment est-ce qu'on peut cibler les actionnaires d'une multinationale, parce que les disputes qu'on peut avoir syndicales et employeurs, je pense que c'est avec les actionnaires maintenant qu'on peut faire plus de pression, comme que j'ai dit tout à l'heure, que plus les consommateurs. Donc, je pense qu'il va y avoir, effectivement, si ça a une ampleur, je vous dirais dans 15 ans d'ici, ce qu'on a essayé de faire avec Viterra, c'est rendu quelque chose de majeur, que les centrales syndicales sont rendues puissantes dans ce domaine-là. Effectivement, il va peut-être y avoir des règles qui sont mises en place à partir de là. The pushback is already there in the U.S. Yeah. ERISA has been, the guidelines by the DOL has been amended. It was changed at the end of the Obama administration to allow for integrating ESG in processes in asset management. Not encouraged, but allowed. But that has been recently, I think earlier in the month of April or May, it has been changed again. So now it is the prudent rule is like a moving target in this jurisdiction. So under the Trump administration, it would not be allowed unless it would be maybe in a very narrow approach. So it's already there. I'm not too worried about Canada because we're more social democrat and we want to preserve but I don't see the pushback in Canada, but it's already there in the U.S. Bon, ben, je crois que... Oui, la question sur le 12%. I'm sorry, I did not hear properly your question. So you started with infrastructure and then you moved to SRI. So just wondering, with investment in SRI, it's still sort of a small part of the portfolio, and just wondering if that's because there aren't very many funds available to fit the targets, or the return on investment isn't good enough. No, I would not say that. No, I would not say that. I think the market is transforming. There is a whole bunch of actors in the financial field that are trying to move forward with integrating ESG and with various degrees of efficacy or even conviction, I would say. Some are doing some greenwashing with that. But overall, there's abundance of strategies that are coming up, be they passive or active. So one would plead that there is not enough offer on the market. I'd say this would be a liar that's just using just a false reason not to act on it. Je crois qu'on va applaudir